Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau avec nous Madame Catherine Moreau. Madame Catherine Moreau, elle est présidente du groupe PS au Parlement francophone. Elle est aussi députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, présidente du groupe PS à Molenbeek et conseillère communale. Plus maintenant. Plus maintenant, ok. Ça, je vais expliquer si vous voulez. Ok, mais vous pouvez expliquer. Oui, mais en tout cas... simplement que j'ai déménagé, donc j'étais conseillère communale à Schaerbeek, et je ne suis pas conseillère communale à Molenbeek puisque je n'ai pas été élue à Molenbeek. D'accord. De toute façon, on va commencer notre émission avec une petite présentation, et puis au fur et à mesure, on va aller vers les questions. Donc, Catherine Moreau, c'est qui Catherine Moreau en fait? Alors là, pour les gens qui ne vous connaissent pas. Tout d'abord, je suis médecin. Oui. Donc ça, je pense que c'est la base de mon identité aujourd'hui, c'est d'être médecin. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans une maison médicale. D'abord à Saint-Gilles, puis à Ixelles, à proximité de la place Flaget, où j'ai pratiqué une médecine très 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 accessible, c'est-à-dire qu'on travaillait au forfait, un système de médecine pour ainsi dire gratuit pour tous ceux qui sont en ordre de mutuelle, c'est-à-dire 95% des gens en Belgique, et très très ouvert aussi pour accueillir les sans-papiers et les personnes qui avaient des difficultés à entrer dans... tout à fait. Et donc ça, pourquoi je dis que c'est ma base, c'est parce que c'est ça qui fait que je connais la réalité bruxelloise, que j'ai une bonne perception des difficultés rencontrées au jour le jour par les gens, que ce soit en matière de logement, de santé, d'emploi, de papier. Voilà, ça c'est vraiment ce qui fait mon background au jour le jour. Ça reste toujours la chose principale. Mais voilà. À côté de ça, Madame Catherine Moreau est mariée. Et voilà, à côté de ça, je suis mariée, j'ai des enfants, effectivement, j'ai 2 garçons qui vont bien, qui grandissent doucement. Et alors, si vous voulez des choses plus personnelles, je suis une grande sportive. Je sais. Voilà, et donc j'ai joué en championnat de basketball pendant plus de 25 ans, ce qui est une assez grande longévité, y compris quand je faisais mes études, y compris quand je travaillais, etc. Voilà. Et puis aujourd'hui, comme là vous l'avez décrit, aujourd'hui je suis en politique. Pour l'instant, je ne travaille plus comme médecin pour l'instant, parce que j'avais essayé pendant 1 an de faire les deux, d'être à la fois députée et médecin. Et j'étais mécontente des 2 côtés, parce que je n'arrivais pas à me consacrer suffisamment ni à l'un ni à l'autre. Et donc, comme aujourd'hui, un grand nombre de citoyens m'ont plébiscité pour que je continue en politique, pour l'instant, c'est ça que je fais. Oui, en fait, le choix de basculer en tout cas vers la politique et de choisir le Parti socialiste, c'est une volonté personnelle, c'est un choix politique ou c'est une stratégie électoraliste? C'est un long chemin. C'est un long chemin pour moi parce que, je vous l'ai dit, j'étais médecin et à un moment donné, il y a maintenant presque 13 ans, j'avais déménagé sur Schaerbeek, qui n'était pas la commune où j'étais née. Et lorsque j'avais déménagé à Schaerbeek, la section du PS local m'avait demandé de réanimer, je dirais, une section de jeunes socialistes. Et c'était finalement la première fois où j'ai été intéressée au socialisme et au Parti socialiste. Avant ça, donc, je n'étais pas engagée en politique du tout. Et à ce moment-là, j'ai animé un groupe de jeunes très très dynamique, vraiment. On a fait des choses extraordinaires, notamment sur les inégalités dans l'enseignement. Tous les constats qu'on pose aujourd'hui, nous, je vous dis, il y a à peu près 12 ans, on avait déjà ces constats-là et on avait déjà travaillé là-dessus. Et on a fait pas mal de choses à ce moment-là. Et petit à petit, du coup, c'est vrai que le parti a commencé aussi à me demander mon avis sur les matières en santé, puisque j'étais médecin. Et que par ce biais-là, j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration du programme du parti en santé et en social.
Et des années après, effectivement, on m'a demandé de me présenter. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a duré longtemps. Et moi, j'étais à ce moment-là vraiment 100% médecin. Oui. Et le choix de Molenbeek, en fait? Le choix de Molenbeek, ça par contre, c'est venu beaucoup plus tard. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lors des élections régionales et nationales de 2014, où je me présentais sur la liste en ayant, je vais dire, bien travaillé au niveau parlementaire, en ayant aussi été chef de cabinet de Rachid Madrane pendant presque 1 an, et puis en étant retourné au Parlement, le parti m'avait proposé d'être bien placé sur la liste, et à ce moment-là, j'ai eu un score formidable. Donc le soutien des gens a été vraiment extraordinaire. J'ai fait plus de 5000 voix. Et donc j'étais juste derrière les ministres en termes de voix de préférence. Et à ce moment-là, beaucoup de gens pendant la campagne et juste après la campagne m'ont dit mais écoute, maintenant il faut que tu ailles à Molenbeek, c'est là où tu dois aller, c'est là où on a le plus besoin de toi. En fait, c'est ce que les gens de Molenbeek principalement disaient. Votre père aussi était à Molenbeek. Évidemment, lui, il avait quitté la scène politique locale en 2012 après le renversement de situation qu'on a connu à Molenbeek, où finalement le CDH et Écolo, plutôt que de s'allier comme il l'avait dit avant l'élection, plutôt que de s'allier avec le PS avec qui il y avait une affinité naturelle de programme, a préféré d'aller avec le MR de Madame Skepmans, je vais dire parce qu'il y avait plus de postes à la clé, c'est clairement ça qui a joué, et donc lui n'était plus en politique locale depuis 2012. Alors, est-ce que c'est uniquement ça qui a joué? Je pense qu'il y a eu quand même une grande rencontre. Moi, j'ai eu des belles rencontres partout dans la région, mais j'ai eu des magnifiques rencontres à Molenbeek. Voilà. Et donc, ces voix insistaient et étaient nombreuses. Et au final, on a pesé le pour et le contre, mon mari et moi. J'en ai parlé avec Laurette Ankelings, évidemment, qui était présidente de la fédération, qui est toujours présidente de la fédération du Parti socialiste à Bruxelles. Et j'ai pris la décision de déménager il y a un peu plus d'1 an maintenant. En 2015. Oui, tout à fait, fin 2015. Oui. Philippe Moreau. Début 2015. Philippe Moreau, oui, tout à fait. C'est en février 2015. Oui, tout à fait. Donc, Philippe Moreau a fait son travail pendant 20 ans, donc il a fait beaucoup de bonnes choses, en tout cas pour l'immigration, donc surtout pour justement permettre aux gens de mieux vivre ensemble, etc., dans la commune de Molenbeek. Il a aussi engagé pas mal de chantiers, etc., sur des contrats de quartier, etc., ce qui a valorisé quelque part les immigrés. Vous, en fait, qui sera votre disons, participation, votre engagement à Molenbeek, et d'après ce qui se raconte maintenant dans les coulisses, etc., vous êtes déterminé à récupérer le majorat à Molenbeek. Alors, je suis déterminée, je vais dire que je pense que les habitants de Molenbeek ont besoin du Parti socialiste aux commandes à Molenbeek. Ça, c'est une certitude pour moi. Tous les jours, je me promène, je récolte les témoignages, les récits, j'analyse également les dossiers au conseil communal, ce qui est présenté dans les entités subsidiantes, régions, communautés, etc. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, cette commune a besoin que le Parti socialiste soit à sa direction. Voilà, ça c'est très très évident pour moi. Et ce qui va quelque part distinguer votre travail de celui de votre père, en fait, qui a quand même été bourgmestre pendant 20 ans à Molenbeek, à votre avis, qui sera la touche de Catherine Moreau? Je vais d'abord dire, parce que c'est très important, ce qui nous rassemble. Ce qui nous réunit. Mon père a écrit un livre qui est un plaidoyer contre le racisme et pour le respect de la différence. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment énormément. Le respect de la différence, ça veut dire beaucoup de choses. C'est, pour moi, la reconnaissance de l'identité multiple de chacun. Multiple, ça veut dire il y a une identité culturelle, il y a une identité de peuple, il y a une identité de nationalité, il y a une identité sexuelle, il y a une identité de genre, c'est encore différent. Il y a une identité de religion, il y a une identité de conviction philosophique. Ce sont toutes des choses qui font qu'une personne, finalement, qui est une
réunion de toutes ces caractéristiques différentes, est une personne unique. Tout à fait. Et qui doit être respectée dans ce qu'elle a d'unique. Tout à fait. Voilà. Alors, en soi, ça peut être considéré comme un projet de société parce que ce n'est pas la norme aujourd'hui. La norme aujourd'hui, c'est de classer, c'est de catégoriser, c'est de dire, voilà, une communauté, par exemple, aujourd'hui, très clairement, la communauté arabo-musulmane, elle est amalgamée dans une case simpliste qui la cantonne à sa religion. Ça n'est pas juste. Il y a une mosaïque de personnes, de personnalités, et si on l'assimile à une seule identité, quand on va politiquement prendre en charge la cité, on va faire des erreurs terribles. On va blesser un très grand nombre de personnes. On ne peut pas faire ça. On doit entendre la différence. Donc ça, c'est vraiment une partie importante du projet politique que je veux mener. Madame Catherine, comment gérer justement en fait cette mixité, cette multiculturalité, ce respect de l'identité multiple? Comme vous le dites très bien, en fait, une personne porte plusieurs identités, quelque part. Donc, ce qui fait de cette personne qu'il est unique et qu'il a une sorte de comportement qui lui est propre pour pouvoir vivre avec les autres. J'ai lu, en tout cas, un article sur la Libre, si je me souviens bien, où vous parlez d'un concept comme valeur ajoutée, en tout cas comme méthodologie, comme stratégie sur lequel vous allez travailler, une sorte de co-construction. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ça, c'est peut-être la différence. Vous vouliez une différence. Oui. Je suis issue d'une autre génération que mon père, ça c'est clair. Et j'ai aussi un tout autre parcours. Tout à fait. Donc, dans mon parcours, je vous ai dit que j'ai travaillé près de 10 ans en maison médicale. J'ai travaillé dans une entité qui était assez petite et qui pratiquait ce qu'on appelle l'autogestion. C'est-à-dire, finalement, un fonctionnement où il y a peu de hiérarchie. Ou pas de hiérarchie entre les personnes. Et les décisions se prenaient entre médecins, infirmiers, kinés, mais aussi les accueillantes, les personnes qui travaillent, qui ont moins de qualifications dans l'équipe. Et c'est une équipe qui produit un service pour les gens, améliorer la santé et prévenir les dégâts à la santé. C'est une équipe qui gérait la maison médicale. Et tout cela fonctionnait et fonctionne toujours, même si je n'y suis plus, excessivement bien. Et tout ça pour vous dire que moi j'ai travaillé dans le milieu associatif, avec des concepts qui sont des concepts de co-construction, de dialogue, d'écoute, qui sont des concepts peut-être de gouvernance plus douce que ce qui était la norme il y a 50, 40 et même 20 ans. Donc j'amène une vision qui est une vision vraiment centrée sur le dialogue, sur la parole. Et en général, ce qu'on reproche à cette vision, et j'ai été confrontée à ces reproches, c'est une plus grande lenteur d'action. J'ai été confrontée à ces reproches, mais je n'ai jamais constaté que c'était vrai. Je vais expliquer pourquoi. L'avantage de la co-construction et du dialogue, c'est qu'on ancre l'action future profondément chez chacun des participants, qui sont des partenaires et pas des sujets. Et donc, lorsqu'ils agissent dans la co-construction, ils prennent part à la décision, et bien après, quand la décision est prise, ils vont l'appliquer beaucoup, beaucoup plus facilement. Et donc là, le temps qu'on a pris peut-être à co-construire, eh bien, on le gagne par après dans la mise en œuvre. Et donc, moi, je pense qu'on peut co-construire, qu'on doit s'autoriser à écouter. Ce n'est pas la norme forcément encore aujourd'hui, mais ça doit se faire de plus en plus. Et si vous regardez bien la manière dont la politique est perçue aujourd'hui par les citoyens, de manière très globale, je ne parle pas seulement des partis, je ne parle pas seulement de mon parti, je parle de manière très globale, il y a un désintérêt, un désenchantement, un éloignement très très grand des citoyens et de la politique. Et je pense que c'est justement une manière de les rapprocher, c'est de pouvoir travailler les questions, parfois en les segmentant, parfois au contraire en les globalisant, au plus proche, et en donnant une capacité d'action de chaque citoyen sur la vie politique. Mais justement, avant de commencer, je pense, le projet en tout cas de la construction que je trouve très intéressant, il est plus peut-être
au préalable plus intéressant de travailler sur la co-inclusion. Donc comment reconnaître aussi ces identités, ces personnes qui vivent aussi des problèmes d'exclusion sociale qui sont vraiment énormes. Un taux de chômage qui atteint plus de 40%. En fait, il faut d'abord que la personne se sente chez elle, qu'il se sente, comme vous l'avez bien dit aussi, reconnu par rapport aussi à son cadre de référence, etc., pour pouvoir justement rentrer dans ce processus-là. Et donc c'est un travail qu'il faut faire au préalable avant d'entamer justement la construction. Alors là, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Je vais dire ce en quoi je suis d'accord. On a œuvré au Parti Socialiste pour ouvrir toute une série de lieux de dialogue et de rencontres. Et le mot rencontre, pour moi, est très important. Je pense qu'énormément de choses se jouent dans la rencontre. Et là, je diverge avec vous. Je pense que le processus de rencontre fait partie du processus de co-construction et que en se rencontrant et en co-construisant, même si on n'a pas au préalable, même si on ne s'est pas rencontré avant, le fait de faire ce travail ensemble va permettre aussi la rencontre. Donc vous voyez, je pense je suis complètement persuadée, et c'est comme ça que je travaille au quotidien, que le travail ensemble en soi est une rencontre et permet de s'apprendre, permet de se connaître. Et donc je n'hésiterai pas à commencer le travail ensemble et à faire en sorte que cette étape de construction ensemble soit la rencontre. Vous voyez. Donc je ne pense pas qu'il faut nécessairement un prérequis. Non, je suis d'accord. Par contre, c'est vrai que la reconnaissance mutuelle et le respect, ça sont des choses qui se construisent petit à petit, qui se construisent dans des projets comme dans des rencontres qui n'ont pas pour vocation l'action. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est par exemple tout le sens du projet de Maison des Cultures, qui met au cœur de Molenbeek historique un lieu à disposition des gens. Vous voyez comme il est utilisé par les écoles, comme il est utilisé aussi par les citoyens aujourd'hui, pour s'approprier les cultures des autres, pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les rencontrer. Et là, il y a une véritable reconnaissance du fait que les cultures ont chacune leur place, sont à égalité quelque part, qu'il n'y en a pas une qui est au-dessus des autres et qui va absorber les autres. Ça, c'est une vision passéiste et qui n'est pas du tout celle qui est véhiculée, par exemple, dans ce centre culturel tout à fait particulier. Catherine Moreau, le bilan en tout cas de cette majorité actuelle à Molenbeek, MR, Écolo, CDH, à Molenbeek, comment vous allez l'évaluer quelque part? Est-ce que c'est un bilan positif, un bilan négatif, un bilan moyen? D'accord. Si je vous propose en fait d'abord une cote de 0 sur 10, voilà, oui, ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu quelle est aussi votre réelle perception par rapport aussi à ce qui se passe au niveau politique à Molenbeek. Oui. Bien. Ma cote serait très négative. Mais je suis un prof assez sympa. Je suis prof à l'université, je suis plutôt sympa. Ça, je sais aussi. Voilà. Donc je vais mettre 3 sur 10. Et pourquoi ça? Parce que je pense qu'il y a quelques choses qui sont bonnes, mais il y a surtout des gros ratages. Je vais dire 2 grands ratages. C'est global. Le premier grand ratage, c'est sur l'appréhension de la situation fiscale et budgétaire de la commune. J'ai quand même été abasourdie d'entendre les chefs des finances fin 2014 dire que tout allait très bien et quelques semaines plus tard qu'on apprenait que la commune était mise sous la tutelle régionale parce que rien n'allait et parce qu'ils étaient incapables de gérer, que les solutions qu'ils proposaient pour gérer la commune au niveau monétaire était rejeté par la tutelle administrative régionale qui disait ça n'est pas réaliste, rien de ce que vous proposez n'est réaliste et vous n'avez pas tenu en compte ceci et cela, ça ne va pas, ça ne va plus. Donc là je pense qu'il y a une forme de légèreté dans le traitement de la chose publique et d'incompétence qui a été exercée pendant plus de 2 ans dans cette commune et qui a mené sous plan d'assainissement et ça je pense que c'est très très grave. C'est le premier péché de cette majorité. C'était vraiment dramatique. Puisqu'aujourd'hui, vous allez les entendre dire à tout va, c'est pas nous, c'est la région, on n'a pas d'argent, c'est la faute à Moreau. Non. Pendant 2 ans et demi, ils ont géré la commune. Ils n'ont pas été capables de comprendre comment elle fonctionnait et d'avoir les bons diagnostics et, du coup, d'avoir les bons remèdes. Ensuite de quoi nous avons la situation actuelle, avec une augmentation de 16% des centimes additionnels au précompte immobilier que les gens commencent à recevoir, qui va perdurer dans le temps, qui va constituer pour chacun qui est propriétaire une très lourde charge, avec des taxes sur les commerces qui sont énormes, avec
une forme de recherche punitive d'argent, que ce soit dans le stationnement ou dans toutes les autres formes de taxes, parce que le diagnostic budgétaire n'avait pas été bien fait et l'ouverture à d'autres techniques pour aller chercher de l'argent n'a pas pu être faite à temps. Donc on est dans une situation qui est très grave de ce côté-là. Donc ça c'est le premier segment où je pense qu'il y a une vraie difficulté. Alors, deuxième segment où il y a, je pense, une très grande difficulté, et de nouveau, vous voyez, je ne vais pas dire des choses très précises, je peux si vous voulez, mais je vais faire vraiment un diagnostic plutôt global de ce que cette majorité porte pour moi. Cette majorité porte pour moi profondément en elle le mépris du Molenbeek historique, le mépris des habitants du Molenbeek historique. Ça, je rejette ça. Je pense que c'est très très grave. Et je vais vous dire de manière plus globale que c'est une majorité qui aujourd'hui a peur de ses habitants. Et là, c'est beaucoup plus global, c'est pour l'ensemble des habitants de la commune. Je vais donner un exemple, je vais donner 2 exemples même. Il y a plusieurs mois, lorsque Molenbeek était vraiment sous les feux de l'actualité pour les actes de quelques-uns de ses habitants, les terroristes de Paris à ce moment-là. Bruxelles n'avait pas encore connu l'attentat. La bourgmestre et son collège ont organisé une cérémonie de récompense du Molenbeekois de l'année. Cette cérémonie, mes conseillers communaux ont été appelés à y participer le matin même de la cérémonie. C'était vraiment excessivement tardif, permettez-moi de le souligner. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est quoi ? C'est que cette cérémonie qui était censée redonner de la fierté à tous les Molenbeekois et aussi avoir une action vers l'extérieur en disant regardez, on a aussi des gens qui font des choses bien. Et dans cette cérémonie, on a félicité, remercié des personnes merveilleuses. Vraiment, je peux vous donner plus de détails si vous voulez, mais notamment la directrice du foyer, notamment un boulanger qui travaille depuis des années. Enfin, on a des jeunes sportifs qui ont performé au niveau mondial. Les Molenbeekois n'étaient pas invités. La population molenbeekoise n'a rien su de cette manifestation, sauf les articles de presse. La population molenbeekoise n'était pas invitée à cet événement. Alors, à l'époque, ça m'avait choqué. Mais maintenant, pourquoi j'en fais un thème global et que je qualifie ça de mépris des habitants ? Parce que j'ai revu ça. Pas plus tard que la semaine passée, on a de nouveau une activité qui est supposée donner du souffle, montrer que Molenbeek existe. Et c'est une activité très belle parce que c'est une activité initiée par l'ambassade des Pays-Bas à Bruxelles et qui a constitué des équipes de football, une de Belgique, une des Pays-Bas, une d'Allemagne et une de France, qui allaient dans un tournoi symbolique lancer une année de récolte de fonds au profit des quartiers pour créer un terrain de football. C'est un magnifique projet. Un projet qui allie la solidarité internationale, le sport et qui veut aller vers les jeunes de nos quartiers. C'est un magnifique projet. Et c'est un projet qui a eu évidemment, on s'en doute, une belle résonance médiatique. Rebelote, les Molenbeekois ne sont pas invités. 2 jours avant, 3 affiches arrivent sur la place communale et le jour même, il y a moins de 20 habitants qui sont présents et quand on les interroge, ils disent « on est là par hasard, on passait ». On n'est pas invité. Et donc, je pense que cette majorité a peur de rencontrer ses habitants, a peur de les réunir. Dans le contexte actuel, je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Je pense qu'il faut que les habitants soient ensemble, il faut qu'ils puissent se réunir, il faut qu'ils puissent participer à tout ce qui valorise leur image de manière positive, et ces 2 événements, c'était incontestablement le cas. Et je regrette parce que ça donne l'impression que ce sont des événements qui sont là pour faire du médiatique et qui ne sont pas là pour réellement faire du bien aux gens. Mais je crains que ce ne soit un mépris et une peur des habitants. Et là, je dis à la majorité, attention, vous ne pourrez pas continuer comme ça et ne pas rencontrer des grandes difficultés avec ces habitants, que vous laissez de côté, que vous ne venez voir que pour leur demander des taxes, que pour les réprimander. Écoutez, on ne peut pas se réunir pour regarder un match de foot aujourd'hui à Molenbeek. Il y a un arrêté de police qui dit qu'on ne peut pas se réunir pour regarder un match de foot. On ne peut pas être regroupé en marge d'un match de foot à Molenbeek. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut espérer que les gens aillent mieux ? Parce qu'il faut quand même se rendre compte, d'un point de vue psychologique, ce qui s'est passé. Il y a les répercussions immédiates, évidemment,
sur les familles des victimes en premier lieu. Je tiens encore à leur témoigner de toute ma sympathie. Les familles des victimes, il ne faudra jamais les oublier. Il faut voir que malheureusement, il y a les familles aussi des gens qui ont porté ces actes. Ces familles ne sont pas solidaires de ces personnes. Ces familles souffrent encore aujourd'hui aussi. Et puis toute la population qui a été montrée du doigt, qui portera, je veux dire, certains vont changer leur adresse sur leur CV, il faut s'en rendre compte, qui portera, il y a des enfants dans les écoles, ça me revient, qui s'excusent d'être molenbeekois, qui disent on va devoir mieux se tenir dans le futur, alors qu'ils n'ont rien fait. La population molenbeekoise aujourd'hui, elle est dans un choc post-traumatique par rapport à cette situation. Et donc, elle a besoin de moments de réunion. Elle a besoin de moments valorisants. Et donc là, j'en veux. C'est vraiment... Voilà. Mais quel est le rôle que le PS molenbeekois peut éventuellement jouer pour justement valoriser le molenbeekois, pour justement valoriser les jeunes qui sont, comme vous le dites, dans un état psychique qui n'est pas vraiment très très bon. Je rencontre aussi pas mal de jeunes à Molenbeek. J'ai été moi-même à 20 ans à Molenbeek, donc je connais cette commune très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Qu'est-ce que le PS propose comme solution à tous ces problèmes, etc., qui sont en train maintenant de se développer? Ce problème de radicalisme chez les jeunes qui commence à avoir vraiment une ampleur très importante et qui commence aussi à gâcher le futur de ces jeunes. Alors, à les bloquer, en fait, par rapport aussi à des perspectives de travail, par exemple, à suivre des formations à l'extérieur. Donc, on se sent parfois, quand on parle à des jeunes et on leur pose des questions, comment vous sentez-vous? Ils vous répondent, par exemple, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. C'est des métaphores comme ça, c'est très inquiétant. Vous avez dit dans votre déclaration tout de suite que l'état psychologique de ces gens est vraiment quelque part en déséquilibre, en difficulté. Qu'est-ce qu'on peut proposer justement pour essayer de faire mieux les choses que maintenant? Oui. Je voudrais d'abord remettre les choses à leur place. Oui. Moi, en tant que leader d'un parti d'opposition, même si c'est le plus grand parti d'opposition et que c'est même le premier parti encore aujourd'hui, donc on avait gagné ces élections en 2012 et ce sont les partis au pouvoir qui ont décidé de ne pas travailler avec le Parti socialiste, eh bien, malgré que nous soyons le plus grand parti, aujourd'hui, contraints à la minorité, contraints à l'opposition, nous n'avons pas énormément de moyens. Et donc, nous avons des moyens de militants. Nous avons les moyens des citoyens qui se mettent ensemble et pas d'argent public à gérer. Nous n'avons aucun argent public à gérer. Et donc c'est une tristesse très grande tous les jours pour moi, pour les anciens échevins et partenaires de majorité qui ont eu l'occasion d'exercer ça, et pour tous les militants socialistes. C'est une grande tristesse. Nous n'avons que excessivement peu de moyens aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à tout moment, nous sommes là pour écouter, pour entendre et pour relayer. Et nous le faisons. Et donc nous l'avons fait dans le dossier, par exemple, de RWDM White Star. Nous avons prôné un modèle différent de ce que la commune prônait, où il y avait une attention maximale sur les jeunes, le respect des deux clubs. Nous avons porté un projet différent. Et nous l'avons dit, nous l'avons expliqué, nous nous sommes battus pour ça. Et donc, à tout moment, nous sommes prêts à nous battre lorsque les citoyens ont besoin de nous pour pouvoir essayer d'obtenir quelque chose avec la majorité qui est en place. Et puis, je vous l'ai dit, la rencontre. La rencontre, c'est important. Nous sommes là, nous allons à la rencontre, nous écoutons et nous parlons, nous proposons aussi nos idées. Et donc, nous aurons des activités. Donc, je peux donner les activités qui sont déjà prévues, mais nous aurons aussi des activités dont je ne peux pas encore parler aujourd'hui, mais qui seront des activités de rassemblement plus large. Mais donc nous sommes là et nous travaillons aux côtés de la population avec nos maigres moyens, malheureusement. Et alors au niveau, par exemple, là, au niveau éducatif, pédagogique, au niveau ludique, etc., vous avez des projets, etc. Mais au niveau par exemple, de l'emploi, de l'embauche, au niveau vraiment du logement, donc les préoccupations réelles des Molenbeekois, parce que ce sont les plus grandes préoccupations que les gens, en tout cas, demandent tous les jours. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme vous avez cité exactement les deux segments les plus cruciaux aujourd'hui. Emploi, logement. Je vais répondre d'abord pour l'emploi. En tant que député régional,
je poursuis depuis le début de la législature le ministre de l'Emploi, Didier Gauzoin, pour qu'il travaille principalement sur 2 choses. La première chose, c'est la zone franche urbaine. C'est un dispositif légal qui a été créé sous la précédente législature et qui permet de donner des avantages fiscaux à des entreprises qui s'installent sur les bords du canal et qui emploient les gens des communes et en particulier des quartiers de Molenbeek qui sont là. Il n'avance pas sur ce projet. Alors, on s'est déjà battu dans la presse, lui et moi, on s'est déjà battu au Parlement, lui et moi, et ce projet n'avance pas. Aujourd'hui, il a mis en place un autre projet qui est concurrent de celui-ci et qui va rendre le projet que je viens de décrire obsolète. Il ne pourra pas se réaliser. Je ne suis pas du tout contente de ça et je le fais savoir. Donc ça, c'est une chose. Donc on continue à travailler. Moi, je continue à travailler pour essayer que cette zone franche urbaine, qui va permettre l'emploi de gens du quartier dans ces entreprises qui s'installent aujourd'hui le long du canal, parce que le canal est un territoire en pleine revitalisation sur lequel la région met beaucoup au niveau investissement, au niveau réflexion, au niveau travail foncier, au niveau travail de l'aménagement urbanistique. Il y a beaucoup qui est mis et je prétends que ce beaucoup qui est mis doit profiter en particulier aux Molenbeekois qui sont les riverains de cette zone. Donc ça, c'est une chose. Alors, deuxième chose pour laquelle je suis Didier Gauzoin et je l'ai d'abord précédé, maintenant je le suis et je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur parce que ça bouge beaucoup, c'est sur le thème de la discrimination à l'embauche. Alors, mon diagnostic, depuis plus d'1 an, et de nouveau, je l'ai défendu au Parlement, je le défends encore aujourd'hui et je ne lâche pas ça. Mon diagnostic est que c'est un problème crucial pour l'emploi à Bruxelles et en particulier pour nos jeunes et pour nos femmes dans les quartiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les patrons en particulier et beaucoup de politiques se retranchent derrière le manque de qualification pour dire pourquoi les taux d'emploi sont bas dans nos quartiers. Figurez-vous que pas plus tard qu'hier, non, pardon, excusez-moi, nous sommes jeudi. Mardi soir, avant-hier, j'ai rencontré encore une fois un jeune homme qui est doublement diplômé de l'université et qui, depuis 4 ans, ne trouve pas d'emploi, alors qu'il ne cesse de postuler. C'est la réalité de nos jeunes, même qualifiés, ils sont discriminés. C'est un fléau pour Bruxelles. C'est intolérable. C'est impossible de continuer à penser que les générations suivantes, voyant leurs grands frères dans cette situation, vont faire des études. C'est un délitement du lien social qui se prépare là, qui est majeur. Et donc, je travaille, j'ai dit, depuis plus d'1 an, l'appareil que nous avons aujourd'hui au niveau législatif, au niveau de la lutte contre la discrimination à l'embauche, ne suffit pas. Au départ, le ministre n'était pas d'accord avec moi. Il disait, non, il faut attendre, on ne peut pas dire ça, ça va bien. Si vous regardez, il a évolué. Il y a à peu près 3 semaines en commission, il a reconnu ça. Il a dit, l'appareil que nous avons ne suffit pas. Il a utilisé quasiment les mêmes mots, mot pour mot, que ceux que j'utilisais il y a 1 an. Et donc, nous sommes en train d'avancer de ce côté-là, et moi, j'attends beaucoup de ce travail-là. Parce que ça, je pense que c'est vital. C'est vital pour redonner de l'espoir aux jeunes dont on parlait tout à l'heure. C'est vital que les grands frères et les grandes sœurs qui ont fait l'effort d'aller à l'université puissent trouver, et que de manière générale, ceux qui sont disponibles, qui ont envie de travailler, qui sont là, puissent bénéficier de l'emploi qui est créé à Bruxelles. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, en tout cas, à ces jeunes, en tout cas de Molenbeek, qui quittent Molenbeek maintenant, qui vont dans d'autres communes parce que justement, en fait, ils sont discriminés, ils ne trouvent pas de boulot facilement, ils ne trouvent pas de travail, etc. Et la seule solution qu'ils trouvent à faire, c'est de quitter Molenbeek. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller, par exemple, leur dire? En fait, ça, très sincèrement... Parce qu'il y a cette crainte et ce sentiment, en fait, de ne pas être dans le bon endroit. Oui, je comprends. Je pense d'abord que tous ces jeunes sont des citoyens à part entière et doivent venir nous voir et doivent manifester leur volonté citoyenne, ne doivent pas hésiter à interpeller le politique, à former des groupes. Donc je pense que la force du groupe est très très grande. Donc je ne peux que leur conseiller de se regrouper, de créer des collectifs et de venir nous voir. Ça, c'est la première chose, c'est très important. Et plus on a de témoignages, plus on a de force. Et quand on a de la force, on peut obtenir des choses. Si on est tous ensemble et qu'on va demander, on aura plus que si on est tout seul. Ça, c'est la première chose et c'est très important. Alors, par rapport au fait de changer de commune, je ne suis pas sûre que ça se révélera être une solution.
Maintenant, je ne peux pas en être sûre aujourd'hui. J'ai le sentiment, et ce que je connais du phénomène de discrimination à l'embauche aujourd'hui, et ce que me fait craindre les discours ambiants, comme je vous l'ai dit, qui amalgament l'ensemble de la communauté arabo-musulmane aux terroristes, me fait penser que même en changeant de commune, les choses ne vont pas être beaucoup plus simples. Peut-être un peu plus simples, mais pas beaucoup plus simples. Et donc, voilà, je ne crois pas que ce soit véritablement une solution. Mais qui suis-je pour le dire? Je n'en suis pas sûre. Le problème, il est plus grand, il est plus élargi que ça, parce que même les parents maintenant, en fait, la plupart des parents cherchent aussi à changer d'école pour les enfants. Donc, l'année suivante, donc au mois de septembre, les inscriptions des écoles, il y a beaucoup de parents qui demandent déjà en fait de changer d'école et d'aller dans d'autres communes. Donc les gens commencent vraiment à avoir peur de Molenbeek, même les personnes immigrées ou soit les étrangers qui sont à la commune cherchent maintenant d'aller dans d'autres communes par peur justement de trouver des difficultés en fait à vivre dans cette commune. Oui, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés nouvelles à vivre dans cette commune. Par contre, je pense que ce que vous mentionnez a trait à un autre dossier crucial. C'est des faits, hein, franchement, c'est des faits. Oui, non, je dis juste, je dis juste que je ne pense pas que depuis les attentats, la vie est radicalement changée dans la commune. Ce qui a radicalement changé, c'est la fréquentation des commerces, parce que les gens d'étrangers ne viennent plus chez nous. Ça a vraiment changé. Ce qui a aussi changé, c'est le climat collectif, parce que les gens commencent à avoir peur les uns des autres. Au départ, dans les rues où vivaient les familles des terroristes, les gens se regardaient en se disant « Oh, mais est-ce que lui n'en est pas aussi ?» etc. Ça commence un peu à se calmer, mais ça c'est le choc post-traumatique, ça va prendre un peu de temps. Mais je veux revenir sur le diagnostic par rapport à l'école. L'école, c'est crucial. Et ce que je peux dire aux parents aujourd'hui, c'est que oui, il y a une injustice incroyable, intolérable par rapport à l'école. Mais elle ne se situe pas à Molenbeek. Elle ne se situe pas à Molenbeek. Elle se situe dans la logique de marché scolaire dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle se situe dans le fait que les écoles se font concurrence entre elles et que dans une période difficile où les gens se referment sur eux-mêmes, les plus riches, les plus aisés, qu'ils soient des communautés ou qu'ils soient entre guillemets belgo-belges, se regroupent et ne veulent pas des autres. Et ce phénomène est un phénomène très global. Et de ce phénomène très global qui est là de nouveau depuis 20 ans, pas juste maintenant, qui est là depuis 20 ans, sont issues certaines écoles sans aucune mixité, dans un sens comme dans l'autre. Des écoles où il n'y a que des personnes, que des enfants dont les deux parents travaillent et souvent avec de bons revenus, et des écoles où il n'y a que des enfants où aucun des deux parents ne travaille et sans revenus du travail. Et cette séparation dans les écoles, c'est le fléau principal de notre enseignement aujourd'hui. C'est une très très grande difficulté quand vous n'avez aucune mixité dans une classe pour que ensuite la rencontre ait lieu entre les cultures, entre les niveaux socio-économiques et qu'il y ait le même enseignement dans les deux. Il faut bien s'imaginer qu'en première primaire, quand vous avez une classe qui est formée uniquement d'enfants dont le français n'est pas la langue principale à la maison ou dont le néerlandais n'est pas la langue principale à la maison, vous la comparez à une classe où 100% des enfants, le français est la langue parlée à la maison, et non seulement c'est la langue parlée à la maison, mais c'est la langue très bien parlée à la maison parce que les deux parents ont fait les études secondaires et souvent des études supérieures, et vous vous rendez compte que là, on a forcément un germe d'inégalité incroyable sur lequel on doit travailler. Mais ça, c'est l'ensemble du système scolaire qui doit travailler. Et moi, je vais vous dire de nouveau, les parents vont peut-être se retrouver à essayer de trouver un autre endroit pour leur enfant. Peut-être que certains vont y arriver, mais la plupart, malheureusement, ne vont pas y arriver. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça serait facile s'il y avait assez de place et qu'il y avait une ouverture maximum dans toutes ces écoles qu'on a envie et où on a envie de mettre nos enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être que les parents les parents ne croient plus, peut-être aussi depuis déjà une vingtaine d'années qu'on parle de la discrimination positive à l'école et qu'on a mis des budgets, etc., justement pour essayer de solutionner le problème. Et le problème ne fait que empirer. C'est ça le grand souci. Les gens qui habitent Molenbeek et les Molenbeekois perdent confiance aussi, ou perdent confiance aussi parfois de ces politiciens qui
qui sont quelque part, Tout à fait. qui viennent en tout cas pour des mandats bien précis, Tout à fait. qui promettent beaucoup de choses, mais qui a rien. Est-ce que, par exemple, le PS a une autre vision? En tout cas, si moi je parle toujours de Molenbeek parce que le thème, le débat aujourd'hui, c'est autour de Molenbeek. Est-ce que le PS est déterminé à faire quelque chose, en tout cas, mais d'une manière très concrète Oui. pour aider? Bah, écoutez, très concrètement, dans la législature passée, il y avait un merveilleux projet qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il a été dissous par la majorité actuelle, qui consistait à faire se rencontrer et élaborer ensemble une pièce de théâtre par des enfants d'écoles de quartiers avec une mixité entre guillemets arabo-musulmane, c'est-à-dire peu de belgo-belges, et l'inverse. Et donc on mettait les enfants ensemble pour qu'ils fassent une pièce de théâtre ensemble, qu'ils travaillent ensemble et qu'ils apprennent à se connaître. Et les parents aussi, du coup, apprenaient à se connaître. Il y avait une démystification qui se faisait, et au final, de ce genre de projet, on peut espérer que les parents puissent avoir d'autres comportements dans leur choix d'école, avoir d'autres comportements en société, et qu'il y ait vraiment une plus-value pour les deux. Eh bien, ce type de projet aujourd'hui survit, mais sous une autre forme, puisque c'est la commune de Watermal-Boisfort qui a proposé maintenant à la commune de Molenbeek de faire comme ça un projet. Mais en interne à Molenbeek, il y avait déjà ce projet, et c'était le Parti socialiste qui le menait. Donc ça, c'est un exemple. Alors, un autre exemple, moi je vais vous dire, je pense qu'à un moment ou à un autre, face à cette situation, il faudra qu'on se repose la question de savoir comment est-ce qu'on assure le droit à chaque enfant d'avoir l'éducation de la meilleure qualité qui soit. Et très sincèrement, aujourd'hui, je pense que travailler sur la mixité dans les écoles est primordial. Alors, on a mis ce décret inscription pour le secondaire, qui provoque de grandes difficultés, on le voit, et dont on dit qu'il a peu d'effets. Un avantage au moins de ceci a été de permettre aux langues de se délier sur les pratiques qui avaient lieu dans les écoles UP. Les pratiques ont été pointées du doigt parce que ce qui se passait était très simple. Vous veniez d'un milieu ouvrier, vous veniez d'une minorité, vous n'aviez pas accès à l'école. C'est tout. Bon, ceci continue dans les écoles primaires, ceci continue dans les écoles maternelles. Alors là, je pose la question, est-ce qu'on trouve ça normal? Est-ce qu'on veut ça? Le Parti socialiste ne veut pas ça. Alors, je ne dis pas que le décret inscription a résolu tous les problèmes et est un modèle, mais je pense que ce type de réflexion doit reprendre place aujourd'hui pour l'enseignement maternel et primaire, encore plus dans un contexte où le nombre de places est à peine suffisant, voire insuffisant, pour le nombre d'enfants. Ça veut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que vous expliquiez sur les parents qui veulent changer leur enfant d'école, mais s'ils sont nombreux à vouloir faire ça, ils ne vont pas y arriver. Si un le fait, oui, peut-être qu'il pourra trouver. Mais le fait est que le nombre de places aujourd'hui face au boom démographique en région bruxelloise est tel, un peu juste, je vais dire, qu'il n'est pas possible que des grands mouvements se fassent. Des grands mouvements ne peuvent pas se faire. On travaille avec un nombre de places limité. Dans ce contexte, on n'a que deux solutions. Soit on arrive à élever le niveau de toutes les écoles, soit on arrive à mixer les populations. Mais si on reste dans la situation actuelle, avec des mouvements, ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas la place pour ces mouvements. Vous comprenez ce que je veux dire? Les classes sont trop petites pour accueillir un grand nombre d'élèves qui viennent d'ailleurs. Donc on est coincé. Il n'y a que les deux solutions. Soit on augmente la qualité de toutes les écoles, on réaligne, soit on arrive effectivement à mixer. Est-ce que le PS, le Parti socialiste ne pense pas, en tout cas à Molenbeek, par exemple, de faire une sorte de métacommunication avec tout le monde et de chercher justement à comprendre qu'ils sont, en tout cas, disons, la vision de chaque habitant de Molenbeek, de chaque parent à Molenbeek par rapport à la problématique ou par rapport au problème d'une manière générale de Molenbeek, afin de pouvoir justement trouver les solutions adéquates à chaque problème ou à chaque axe de problème. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, tout le monde essaye de travailler, de proposer. Donc parfois on propose, parfois on impose, mais on n'a pas vraiment une étude qui détermine en tout cas quel est le degré
de participation des habitants eux-mêmes, en fait, sorte de motivation de ces habitants aussi à participer à cette construction, aux co-constructions. Oui, mais là, de nouveau, il y a une partie que je rejoins, une partie que je ne rejoins pas. Et il y a une chose importante dans ce que vous dites, vous parlez de la motivation. Il faut se rendre compte que n'importe quel parent, dès le moment où il conçoit le fait d'avoir un enfant, et encore plus dès le moment où cet enfant naît, veut le meilleur pour son enfant. Bien sûr. N'importe quel parent. Même le parent dans la dépression la plus profonde veut ça. Après, s'ensuit les capacités, la liberté de choix qu'ont chacun des parents. Et là, vous avez la responsabilité de la société de pouvoir donner les armes à tous les parents pour que ce que j'appelle la motivation, parce que pour moi c'est ça la motivation, c'est vouloir le meilleur, puisse s'exercer. Et là, vous êtes confronté à la réalité. Est-ce que chaque parent a véritablement la même liberté ? Est-ce que chaque parent a véritablement les mêmes moyens d'exercer cette motivation ? C'est ça. Mais pas du tout. Et évidemment que non. Donc placer la motivation sur certains parents veulent aider leur enfant après les cours, d'autres pas, d'autres s'en fichent et les laissent aller dans la rue, ça n'est pas juste. Certains parents ont été amenés de par leur vie personnelle à être extraordinairement découragés et ont rencontré des écueils qu'ils n'ont pas su gérer. Je pense par exemple à l'exercice de l'autorité parentale. Je veux dire que, eh bien, effectivement, certains pères et certaines mères, aujourd'hui, sont démissionnaires de leur autorité parentale. Mais ça ne s'est pas fait en une minute, parce que ces gens, intrinsèquement en eux, portaient le fait d'être de moins bons parents. Ça s'est fait confronté à des situations difficiles où ils n'ont pas su réagir. Ça s'est fait confronté aussi à la fréquentation par leur enfant d'autres enfants, à l'école, des conduites qui ont commencé à s'installer, etc. Tout ça sont des choses qui font qu'aujourd'hui, face à la complexité du monde aussi, face à toute une série de difficultés. Je veux dire, aujourd'hui, on est extrêmement matérialiste. Donc, il y a une société de consommation qui est quelque chose qui est relativement nouveau, à ce point. Face aux dangers du numérique, à l'Internet, la télévision, la présence des écrans, etc., on a des défis là qui font que la plupart des parents ne sont pas armés. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tous les parents aujourd'hui, tous les parents, qu'ils soient d'une communauté arabo-musulmane, qu'ils soient d'origine sikh, qu'ils soient d'origine anglaise, qu'ils soient d'origine française, qu'ils aient telle ou telle religion, tous les parents aujourd'hui sont confrontés à ces difficultés-là. Et tous les parents aujourd'hui disent qu'ils ont besoin de soutien par rapport à la parentalité, par rapport à l'exercice de l'autorité parentale, par rapport aux nouveaux défis. Tous les parents disent on a besoin d'être aidés, on ne comprend pas tout, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, certains reçoivent de l'aide, certains peuvent chercher plus facilement de l'aide, certains ont des parents qui ont peut-être plus de philosophie ou que sais-je, et donc chacun réagit différemment par rapport à ça. Inutile de vous dire que certaines familles, en particulier celles où on passe son temps à chercher un autre logement parce que le logement est insalubre, le loyer est trop élevé et on sait qu'on va être mis à la porte, les familles où on passe son temps à chercher du travail et où on sait que voilà, on fait face à une forme de discrimination, on cherche à s'inscrire à une formation mais ça fait 6 mois qu'on attend parce qu'en fait il n'y a pas de place dans cette formation, et ainsi de suite. Ces parents-là ont évidemment, c'est la logique même, encore plus de difficultés à trouver du soutien et des réponses et à mettre en œuvre ces réponses par rapport à la parentalité. Donc moi je suis toujours très inquiète quand on parle de la motivation des parents, parce que je pense que la seule vraie motivation des parents, c'est dès le projet de conception ou dès la naissance, le fait que l'enfant ait la meilleure vie possible. Mais il y a toute une série de difficultés qui sont rencontrées, et là les pouvoirs publics doivent entendre ça et doivent aider, doivent venir en aide. Et moi je travaille beaucoup à la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la petite enfance. Il y a un outil qui est extraordinaire par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est la crèche. C'est le fait de pouvoir avoir le soutien de professionnels de la petite enfance dès le début. Que la famille soit soutenue par une équipe qui, une partie de la journée ou l'ensemble de la journée, va pouvoir observer l'enfant, jouer avec l'enfant, etc. Et là, savez-vous que Molenbeek a le taux de couverture en place de crèche le plus bas de la région, 13% contre une moyenne de 25% en région bruxelloise. Où il y a plus d'accouchements au niveau national. Il y a un taux de fécondité qui est très bon à Molenbeek, c'est vrai, mais c'est pas la seule commune et c'est pas le seul facteur, parce qu'on a souvent tendance à dire oui, c'est parce que c'est des grandes familles. Non, c'est vraiment loin d'être le seul facteur. Le problème, c'est quoi ? C'est que les crèches coûtent cher, et le modèle en Belgique, c'est un modèle où on n'a pas droit à une place. C'est un modèle où
on se débrouille, et si on a de la chance, on en aura une. Mais dans un modèle comme celui-là, forcément, dès qu'il y a une grande famille, le modèle économique le plus avantageux, c'est pas de mettre l'enfant en crèche, c'est de le garder à la maison avec la femme qui ne travaille pas. Eh bien, ça, c'est un piège monstrueux. C'est un piège pour le vivre ensemble, c'est un piège pour le développement des enfants. Il nous faut des crèches. Et ça, vous parliez de l'action politique du PS dans le passé, singulièrement celle de mon père, a été de créer des places en crèche. Et les crèches que vous voyez ouvrir aujourd'hui sont les crèches qui sont issues du travail de plusieurs années pour aller chercher les fonds au niveau régional et au niveau de la communauté française pour ouvrir des places en crèche, parce que ça, c'est central. Savez-vous que à Molenbeek, le taux d'emploi, il y a 2 taux d'emploi qui sont vraiment désastreux par rapport à la moyenne belge. C'est le taux d'emploi des jeunes. Vous avez des quartiers qui culminent avec un taux de chômage des jeunes à 65%. Ça, c'est dramatique, vous imaginez. Et le taux d'emploi des femmes, principalement en lien avec ce que je viens de dire ici. D'accord. Pas de place en crèche, et donc pas de possibilité, un modèle économique qui est forcément celui de garder les enfants à la maison jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et à ce moment-là, la femme n'a pas du tout de possibilité de ne fût-ce qu'aller chercher une formation. D'accord. C'est pas possible. Madame Catherine Moreau, là, une dernière question. Parlant de Philippe Moreau, comment se porte-t-il? C'est une question qu'on me pose très très souvent, plusieurs fois par jour. Si je me promène à Molenbeek, c'est constant. Ça va, il est en train d'écrire, il écrit... je ne peux pas dire ce qu'il écrit en fait. Voilà. Mais donc il est en train de sortir un nouveau livre. Ok. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Madame, merci je beaucoup. vous laisse terminer. Non, merci beaucoup pour votre invitation. Oui, je sais que votre radio porte le nom très beau des citoyens. Je suis à la disposition des citoyens. Merci beaucoup, Madame Moreau. C'est très gentil. Madame, Monsieur, c'est ici que notre émission arrive à terme. Donc, nous redonnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup.